Bienvenue dans le Pédagogcast, vous écoutez l'épisode numéro 60, WooClap, des outils interactifs au service de l'apprentissage avec Sébastien Leb. Je pense, à ce moment-là, en tout cas en France, en Europe, personne n'avait prouvé que les smartphones pouvaient avoir une plus-value d'un point de vue pédagogique. Et ça, il y avait très peu de littérature là-dessus, très peu de retours d'expérience, etc. Et donc, on a dû construire ça, co-construire ça, et ça a pris du temps et énormément d'énergie. Aujourd'hui, ça paraît assez évident. Il y a plein de retours d'expérience. Il y a des articles scientifiques qui ont été publiés, etc., etc. Il y a des avancées en neurosciences, etc. Mais ce n'était pas le cas au moment où on a lancé. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogcast. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Julien Maurice et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Alors dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter un échange avec Sébastien Leb, qui est cofondateur de l'entreprise WooClap, service aujourd'hui bien connu des pédagogues. Dans l'interview qui va suivre, nous nous intéressons à l'outil WooClap centré sur les interactivités en synchrone, mais également à son petit frère WooFlash qui permet d'accompagner les étudiants dans leur révision. Nous échangeons également de manière plus large sur la stratégie de l'entreprise sur du moyen et long terme. Avant de lancer l'interview, sachez que vous pouvez retrouver également en description le lien vers la Pédago News pour avoir accès à mes emails privés ainsi que pour mon catalogue de formation sur la Pédago School dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Sébastien Leb. Bienvenue Sébastien Leb. Alors je suis vraiment super content de t'avoir. C'est vrai qu'on avait organisé ce petit meeting. On a mis quelques mois à pouvoir se synchroniser, mais en tout cas, ça y est, je t'ai maintenant dans le Pédagogcast. Comment ça va? Très bien, et toi? Écoute, super, impeccable. Et du coup, ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui, évidemment, c'était parler de l'entreprise WooClap. Alors, je pense que toutes les personnes, honnêtement, qui écoutent ce podcast te connaissent et connaissent l'entreprise WooClap. Mais bon, je vais quand même te demander, pour commencer, pour introduire un petit peu ce podcast, voilà, te présenter dans les grandes lignes, on va dire, et puis de dire un petit peu ce que tu fais chez WooClap et ce que fait WooClap finalement. Ok, oui, très bien. Moi, je suis ingénieur de formation, j'étudie en Belgique, je suis belge. On a lancé WooClap en début 2015 suite à des frustrations qu'on a pu avoir, Jonathan et moi, quand on était aux études. On trouvait qu'on était dans une posture extrêmement passive. Très difficile de poser des questions, très difficile de juste dire au professeur qu'on ne comprenait pas ce qu'il était en train d'expliquer. On a essayé de trouver une solution assez problématique. Et notre démarche a été d'aller voir les professeurs, c'est de comprendre un peu quels étaient leurs enjeux à eux. Il y a deux grandes problématiques qui revenaient très régulièrement de leur côté. La première, c'est qu'ils avaient du mal à capter l'attention des étudiants. Et la deuxième, c'est la difficulté à mesurer la compréhension de l'audience. Et donc, en fait, ils se retrouvaient en face d'une audience et ils avaient cette incapacité à savoir si, en fait, les étudiants suivaient le cours ou pas et s'ils comprenaient ce qu'il était en train d'expliquer ou pas. Et ça nous a amené à créer WooClap, qui est une plateforme qui permet aux profs de poser différents types de questions, que ce soit des questions à choix multiples, des questions ouvertes, des brainstorming, etc., auxquelles les étudiants répondent avec leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Et puis, les résultats sont collectés en temps réel dans la présentation du professeur. Donc, ça peut être dans WooClap, ça peut être dans PowerPoint, ça peut être dans Keynote, etc. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a plus d'1,5 million de professeurs et formateurs qui utilisent WooClap dans plus de 150 pays et énormément d'établissements du supérieur qui ont généralisé ou proposent en tout cas WooClap à tout leur corps enseignant. Donc, en France, c'est le cas de la majorité des établissements du supérieur. C'est vrai que j'étais très impressionné. Tu vois, je pense que moi, je travaille pour Institut Télécom. Et donc, on a été un de vos clients, peut-être pas dans les premiers, mais en tout cas, peut-être dans les premiers, on va dire, en France. Vraiment, ça commence à se déployer. Et plus ça allait, tu sais, au départ, on devait sélectionner dans la liste des établissements dans lesquels on travaillait. Et je voyais cette liste qui s'étendait. Je me disais, mais là, ils sont en train de tout exploser. Là, et c'est vrai que j'étais très impressionné par la croissance fulgurante, finalement, de WooClap, sachant que tu as également aujourd'hui un autre produit, vous avez un autre produit qui s'appelle WooFlash, on pourra en parler un petit peu dans un second temps si tu veux bien, mais je voulais savoir juste un petit peu au niveau de l'entreprise, après on parlera vraiment du produit, il y a combien de personnes aujourd'hui qui travaillent pour WooClap et est-ce que vous êtes dans différents pays également finalement?
On est une soixantaine de personnes réparties principalement entre Paris et Bruxelles. Mhm. Après, certaines personnes qui travaillent en dehors de Paris ou en dehors de Bruxelles, mais c'est principalement en Belgique et en France. Et on adresse tous les marchés depuis ici. Donc, D'accord. Et du coup, est-ce que tu vises éventuellement d'autres pays à t'installer finalement à d'autres endroits, entre guillemets? oui, donc les employés, enfin les équipes sont principalement réparties entre la Belgique et la France. Par contre, on adresse d'autres pays à l'étranger. On a de la croissance en Italie, en Espagne. On a aussi des clients au Canada et en fait des clients un petit peu partout. Enfin, même les clients, nous, on les appelle les partenaires. On les appelle les partenaires. Et je reviens, j'en profite pour revenir par rapport à ce que tu disais, le fait qu'on est un petit peu explosé sur l'enseignement supérieur en France. En Mhm. fait, je pense que c'est dû à ça, c'est que on ne voit pas les universités ou les écoles d'ingénieurs ou les business schools comme étant des clients, on les voit comme des partenaires. Et on fait vraiment la co-construction. Et en fait, WooClap, et on parlera de WooFlash aussi, c'est des plateformes qui ont été vraiment co-construites avec les professeurs, les ingénieurs pédagogiques et même parfois des chercheurs. Et ça, c'est très important pour nous. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a cet effet boule de neige où finalement, déjà, l'outil répond a priori assez bien aux besoins. Mais je pense que les gens sont aussi fiers de pouvoir co-construire avec nous et de voir qu'on réagit assez vite. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti, moi, en tant qu'ingénieur pédagogique, quand on a aussi déployé votre solution au sein de mon établissement, un fort encadrement de votre équipe, notamment dans l'animation de webinaires, également dans la valorisation de ce qu'on faisait nous aussi en interne. Et ça, c'est vraiment une super stratégie. Parce que c'est vrai que quand tu es arrivé sur ce marché-là, finalement, il existait déjà d'autres solutions. Moi, je sais qu'en tant qu'enseignant, en tant que formateur également à l'époque, j'utilisais par exemple beaucoup Kahoot, il y avait également Socratif, enfin, ça existe toujours, hein, Mentimeter, etc. Et c'est peut-être, tu penses que c'est justement parce que cette différence-là, le fait plus en co-construction qui a fait qu'éventuellement, enfin, votre solution a peut-être plus percé dans le supérieur? Oui, oui, je pense que la co-construction nous a énormément aidé. Les plateformes que tu cites sont des très belles plateformes, hein, des très beaux outils. Nous, on a essayé d'aller plus loin dans ce qu'on pouvait proposer, notamment dans la partie intégration. Tu vois, tu parles de Kahoot, etc. Et Socrative, il n'y a pas d'intégration. Alors que il y a eu des attentes très, très fortes des établissements du supérieur de ce côté-là, et nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. Enfin, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres au niveau des fonctionnalités. Wooclap va beaucoup plus loin que les plateformes que tu évoques là, et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Au Et c'est final. super intéressant parce que du coup, tu es arrivé sur un marché où il y avait déjà finalement du monde. Et c'est souvent un conseil qu'on donne d'ailleurs aux start-upers, entre guillemets, hein. Si on est tout seul, c'est qu'il y a peut-être un doute sur l'outil, sur le produit. Et là, dans ton cas, c'était un marché où il y avait déjà du monde, mais enfin, vous avez abordé le problème d'une autre manière, d'une manière différente. Et c'est ce qui fait, dans l'exécution, je dirais que sans doute que ça a fonctionné. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me semble par rapport à ce que tu dis là. Il y a Euh, ça, mais tu vois, au moment où on a lancé, nous, on ne connaissait pas ces acteurs-là. Enfin, on les connaissait pas, on a étudié, on a un petit peu creusé, et puis après, évidemment, on a vu qu'ils étaient présents, mais il y avait quand même encore énormément de scepticisme, notamment, enfin, surtout dans le supérieur d'ailleurs, par rapport à l'utilité enfin, d'utiliser les smartphones en classe ou en amphi dans un objectif pédagogique quoi, et d'apprentissage. Donc, il y avait encore beaucoup de scepticisme, et donc nous, on a fait l'effort vraiment d'essayer de co-construire et de ne pas uniquement regarder ce que faisaient les autres acteurs. Et puis, bien sûr, bon, on a commencé à nous en parler un petit peu hein, du Kahoot et de Socrative. Mais si tu regardes les plateformes aujourd'hui, WooClap est quand même très différent même si au final, on est d'accord, hein, ces trois outils permettent de faire participer les étudiants en utilisant les smartphones. On regarde les plateformes en tant que telles, les fonctionnalités qu'on propose et même parfois certains dispositifs pédagogiques, il y a quand même de grandes différences entre les trois outils. C'est vrai que c'est super intéressant, finalement, c'est dans cette logique. Et enfin, vous êtes arrivé peut-être aussi à un bon moment, on va dire, où ce qu'on appelle le BIOD, c'est-à-dire le Bring Your Own Device, devenait très tendance, très à la mode. Et effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup moins choquant et c'est même normal, je dirais, d'utiliser aussi le device de l'étudiant lui-même pour interagir. Et vous avez fortement contribué finalement à cela. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Et au début, c'était vraiment pas le cas, hein. Et c'était une de nos difficultés aussi, c'est que je pense hein, à ce moment-là, en tout cas en France, en Europe, euh, personne n'avait prouvé que les smartphones pouvaient avoir une plus-value d'un point de vue pédagogique. Hum. Il y avait très peu de littérature là-dessus, très peu de retours d'expérience, etc. Et donc, on a dû construire ça, co-construire ça, et ça a pris du temps et énormément d'énergie. Aujourd'hui, ça paraît assez évident. Enfin, il y a plein de retours d'expérience. Il y a des articles scientifiques qui ont été publiés, etc., etc. Il y a des avancées en neurosciences, etc. Mais ce n'était pas le cas au moment où on a lancé. En Ouais, tout cas, super beaucoup moins. intéressant. Mm. Il y avait déjà des articles sur
les télévoteurs, tu vois, les boîtiers de vote qu'on distribuait. Ouais. Donc ça, il y avait déjà des choses qui étaient très intéressantes d'ailleurs. Après, à nouveau, on essaie d'aller beaucoup plus loin que ça. Et peut-être la différence entre les smartphones et les télévoteurs, en tout cas, les objections qu'on pouvait avoir au début, c'est qu'un télévoteur, en gros, tu cliques sur 1, 2, 3 ou 4, enfin, ou A, B, C, D, tu peux rien faire d'autre avec ça. Le smartphone, ça peut te distraire parce que tu as accès à plein d'autres applications sur le smartphone. Et donc, les objections qu'on avait, c'est non, mais les smartphones, nous, on préfère demander de les mettre dans les cartables, dans des sacs à dos, Hmm. plutôt que de les sortir en classe. Et jamais un smartphone ne sera utile. Et on a réussi à montrer que dans certains cas, ça pourrait quand même apporter pas mal de choses. Effectivement, et tu parlais des télévoteurs. Moi, à une époque, j'avais fait deux publications avec Nicolas Michinov, c'est un chercheur de Rennes 2, Qui justement a fait sur un article sur scientifique, le. qui a Pardon? fait un article scientifique sur Booklab récemment Ah, avec Jérôme Hutin de l'Université de Lille. c'est Donc, rigolo ça. Bah, voilà. ça me surprend pas, effectivement, il est dans ces problématiques-là. Et on avait étudié justement l'effet du peer instruction, tu vois, la méthode d'Eric Mazur sur l'apprentissage avec les boîtiers de vote, enfin avec les cliqueurs à Ouais. l'époque. Et c'était moi, je les utilisais beaucoup en fait de manière personnelle aussi quand je donnais des cours, mais je me vois encore me trimballer avec une grosse valise, tu vois, pour aller dans les amphis, distribuer les boîtiers aux étudiants. Enfin, c'était toute une logistique de dingue. Et il fallait vraiment être motivé à l'époque pour utiliser ça. Et ce qui est très puissant avec vous Clap, c'est qu'on va pouvoir utiliser directement le téléphone de l'étudiant. Donc, on n'a pas toute cette logistique-là. Et je pense que ça a vraiment été libérateur aussi de ne pas se trimballer et surtout, il fallait les récupérer après. Il fallait regarder s'il y avait des piles dedans. Enfin, t'imagines le truc. Mais c'était sympa, tu vois. Je sais que j'avais des très bons retours des étudiants par rapport à ça, mais c'était vraiment trop compliqué à mettre en place. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment libéré avec des solutions comme Mouflash, c'est clair, comme Mooclap. Un des premiers professeurs qui a utilisé Booklab, c'est un professeur de médecine à l'Université catholique de Louvain, il s'appelle Franck Versuren. Et lui, il utilisait les boîtiers de vote et il m'a remonté exactement ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il fallait les distribuer en début de cours, il y avait énormément de logistique, il fallait une personne qui les récupère en fin de cours, parfois il en manquait, les batteries étaient plates, puis les cas d'usage étaient assez limités. Et donc, enfin, effectivement, complètement d'accord avec toi. Et nous, on a été capable, enfin, on a réussi à proposer une solution qui permet de faire déjà ce que les télévoteurs proposaient, d'enlever toute cette logistique, mais aussi d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, du coup, grâce aux nouvelles technologies dans les cas d'usage qui étaient proposés. C'est ça, ce qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, les télévoteurs ont permis de mesurer aussi l'efficacité pédagogique de ce genre de dispositif, qui était déjà prouvé en quelque sorte. Et là, vous êtes arrivé sur un terrain conquis, entre guillemets, par la science. Mais vous, avec une solution technologique beaucoup plus avancée, et je pense que là, ça a été un levier extraordinaire par rapport à cette solution-là, quoi. C'est Excellent. ça. En gros, ce qui était déjà montré, c'est que l'apprentissage par le questionnement est plus efficace que les méthodes passives, où on écoute quelqu'un parler pendant 2 heures. Donc ça, il y avait déjà des études qui le montraient très clairement. Le fait de Hmm. faire réfléchir l'étudiant, l'engager dans son apprentissage, le forcer à faire un effort, ou lui proposer de faire un effort intellectuel, en tout cas, permet d'apprendre beaucoup plus efficacement. Donc ça, Ouais, c'était déjà montré et c'est de plus en plus. ouais, effectivement. Et beaucoup via les travaux de Mazur également. Ouais. Et j'avais une question plus pour parler justement de l'outil en lui-même. Alors moi, je suis un très gros utilisateur de Bootclap et je vois qu'il y a des évolutions évidemment sur cet outil-là. Et notamment, alors c'est vrai que c'est essentiellement donc à la base, on va dire, un outil qui permet de voter, de donner son avis, d'interagir, etc. Et je vois également que, notamment, il y a une fonctionnalité qui est apparue récemment, qui est le tableau blanc, en fait. Et je me demandais, en fait, si une des stratégies, finalement, de l'entreprise était aussi de s'orienter vraiment vers la collaboration en tant que telle, un petit peu à la méthode on va dire, d'un Miro, d'un Mural, voire de Klaxoon également qui propose ce genre de choses. Est-ce que c'est vraiment une orientation que vous prenez ou est-ce que c'est juste assez anecdotique l'ajout finalement de ces fonctionnalités de tableau blanc? Ouais, c'est une bonne question. Enfin, ce tableau blanc, il est vraiment venu d'une demande de la part des utilisateurs. À nouveau, si on fait la co-construction, ben, c'est exactement ça ici qui s'est passé. Nous, on n'ira jamais aussi loin qu'un Miro parce que enfin voilà, c'est pas notre volonté. Nous, la manière dont on le voit, c'est que je pense qu'une des grandes forces de Booklab, c'est la simplicité et la rapidité d'utilisation. En tout cas, c'est là-dessus qu'on travaille énormément et c'est les retours qu'on a. C'est ça qui fait que Booklab est plus utilisé que d'autres plateformes. Et donc, la manière dont on a conçu le tableau blanc ici, c'est vraiment vu comme une typologie de questions, en fait, comme un QCM ou un sondage ou un brainstorming. Et le cas d'usage est très direct, c'est-à-dire que tu crées ton tableau blanc et tu peux faire participer les étudiants et c'est plutôt aujourd'hui utilisé avec des petites audiences que des grandes audiences
peut-être que ça va être amené à changer et qu'on va apporter certaines améliorations. Donc, pour répondre à ta question, nous, on est plutôt sur un cas d'usage assez précis et très direct. On veut que le professeur il puisse l'utiliser même s'il n'est pas formé à ce genre d'outils. Là où, par exemple, un Miro, si tu veux l'utiliser, enfin, ou d'autres plateformes, si tu veux l'utiliser avec une audience, je pense que souvent, tu dois quand même avoir certaines compétences ou tu dois être très à l'aise dans le fait d'animer un workshop. Tu vois, c'est, voilà, je pense que tout le monde ne peut pas le faire efficacement et bien le faire. Là où l'utilisation du tableau blanc dans WooClap, on veut que ce soit comme les autres fonctionnalités. C'est pas nécessaire d'avoir des formations spécifiques. Tu peux l'utiliser très rapidement et tout de suite avoir un impact gigantesque sur l'apprentissage de tes Ouais. étudiants. Mais c'est super intéressant, effectivement, parce que ça va être tentant parfois, parce que vous avez des retours d'utilisateurs, d'autant que l'outil est très utilisé. Donc, j'imagine que vous avez énormément de demandes sur des petites choses éventuellement à ajouter, des fonctionnalités, etc. Et parfois, de savoir dire non, c'est une très grosse compétence aussi à avoir de votre côté, je pense, pour pas justement tomber dans un outil qui serait un petit peu usine à gaz, où il y aurait peut-être autre chose et qui perde un peu de son ADN. Pour moi, dis-moi si je me trompe, mais WooClap, c'est vraiment direct pour l'instantané, pour l'interactivité en live, on va dire. Et peut-être que de s'orienter vers autre chose, ça perdrait un petit peu de son côté, comme tu dis, user-friendly. On ne verrait pas tout de suite la vraie valeur ajoutée de l'outil. Et ça, c'est intéressant, effectivement, je trouve, dans la stratégie, de rester focus sur ce que vous faites bien. Et moi, personnellement, j'apprécie aussi que les choses n'évoluent pas trop vite, même en tant qu'utilisateur, qu'on n'arrive pas sur quelque chose qui est complètement changé, tu vois, du jour au lendemain. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que vous faites très, très bien en termes du design. On voit des petites fonctionnalités qui apparaissent un petit peu en plus, mais ça ne vient pas chambouler toute l'expérience utilisateur et tout le monde s'y retrouve. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et ça, on avance de manière hyper itérative et on fait très attention à ça. Parce que ce qu'on sait, c'est que les professeurs n'ont pas de temps, quoi. Et donc, il faut que ça soit simple et rapide, sinon ils ne l'utiliseront pas. Et à nouveau, il faut que ça soit simple dans la conception du contenu, mais aussi dans l'utilisation quand tu es devant une audience, quoi. Et quand tu es en présentiel, ou même à distance, mais que tu as une audience devant toi, tu n'as pas envie que ça plante, tu n'as pas envie d'avoir l'air d'un idiot, tu veux montrer que tu maîtrises l'outil et a priori, on a pas mal fait notre job de ce côté-là et on continue à s'améliorer. Et tu parlais d'usine à gaz, effectivement, c'est une de nos grosses craintes, quoi, parce qu'on ajoute des fonctionnalités. On ne veut pas que ça devienne compliqué, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fait une seconde plateforme qui est WooFlash et qu'on a décidé de ne pas l'intégrer dans WooClap. On pose souvent la question, pourquoi est-ce que vous avez fait deux plateformes différentes? Juste en deux mots, ce qu'est WooFlash, du coup. Donc, on a créé WooClap pour le présentiel à la base. On a vu que ça fonctionnait bien à distance, mais c'est vraiment pour le live. Tu l'as dit, tu poses des questions à ton audience, tu as les résultats en temps réel. C'est vraiment conçu pour ça. Après, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu pas mal de demandes à la fois des professeurs et des étudiants de pouvoir avoir des fonctionnalités pour l'asynchrone. On a mis certaines choses dans WooClap, mais on n'a pas pu aller très loin dans l'expérience. Nous, ce que les étudiants voulaient faire, c'était de pouvoir vraiment réviser, refaire plusieurs fois les parcours d'apprentissage, avoir un petit peu d'adaptatif, des tableaux de bord pour montrer quelles sont la matière, ou les matières ou les disciplines qui sont maîtrisées, quelles sont les questions ou les chapitres qui sont moins bien maîtrisés, etc. Et ça, on a décidé de ne pas le faire dans WooClap parce que même si les typologies de questions sont assez similaires, en fait, le flow, le fonctionnement est complètement différent. Et c'est là qu'on sentait qu'on risquait de se perdre si on le faisait dans WooClap, et d'où notre décision en fait, de créer une seconde plateforme qui est WooFlash, et qui est donc une plateforme de micro-learning qui permet d'étudier, de réviser beaucoup plus efficacement en asynchrone. Ouais, effectivement. Justement, ça peut être intéressant qu'on aborde effectivement WooFlash, qu'on peut également utiliser. Alors, il me semble que peut-être que le challenge est un peu plus difficile en termes d'appropriation de l'outil, puisque là, c'est moins orienté peut-être vers du côté de l'enseignant que des étudiants. Alors, dis-moi si je me trompe, mais en termes de stratégie de déploiement de WooFlash, alors c'est vrai que pour les personnes qui nous écoutent, il faut vraiment avoir conscience que c'est deux outils complètement différents. Comme tu le disais, voilà, WooFlash, c'est les interactivités, WooClap, pardon, c'est les interactivités en live, voilà, pour animer un cours, pour faire que les personnes soient plus impliquées, etc. Et WooFlash, c'est vraiment un outil de révision en asynchrone. Et ce qui est intéressant, moi je l'ai utilisé, c'est qu'on peut créer donc nos questions, on peut les partager également avec d'autres personnes, etc. Et il va y avoir un système finalement de révision
espacé, hein, un petit peu selon la méthode, je crois que c'est la méthode Leitner en fait, qui permet justement d'avoir un apprentissage espacé entre guillemets dans l'apprentissage finalement. Et finalement, voilà, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Mais moi, de mon point de vue, alors je sais pas, est-ce que ça prend vraiment bien Whooflash? Et si oui, dans quel genre de discipline? Parce que c'est un petit peu, de mon point de vue, peut-être pour des choses plus par cœur, entre guillemets, que des choses ciblées sur des compétences. Voilà, c'est un petit peu une question assez générale. Oui, c'est une très bonne question. Déjà, sur la facilité d'utilisation, nous, on essaie de faire en sorte que la plateforme soit aussi extrêmement simple et rapide d'utilisation. La grosse différence, c'est que WooClap, en fait, en un clic, tu peux créer de la valeur. C'est-à-dire que WooClap, si tu actives, par exemple, ce que nous, on appelle le mur de messages, c'est-à-dire que les étudiants peuvent poser des questions pendant le cours. En fait, tu actives un paramètre, tu partages le QR code avec les étudiants et tout de suite, tu peux l'utiliser. Tu peux créer un ou deux sondages en direct et tout de suite, tu crées la valeur, tu as de la participation, etc. Sur WooFlash, donc la plateforme de microlearning, c'est un peu différent parce que là, il faut du contenu. Et le contenu, ça prend, il faut plus de contenu, donc ça prend plus de temps à créer. Et ce qu'on essaie de mettre en place, c'est un maximum de choses pour faciliter la création de contenu et l'accélérer. Donc, on essaie de faire en sorte que la création de contenu sur WooFlash soit très rapide. Mais on permet aussi d'importer du contenu de différentes plateformes, même à partir de PDF parfois, ou à partir de sites web. Voilà. Donc, on travaille sur des choses pour vraiment accélérer et faciliter accélérer la création de contenu et faciliter la vie de l'utilisateur. On a aussi toute une dimension collaborative qui permet aux étudiants de co-créer du contenu avec le professeur. Comme ça, dans certains cas, le professeur n'est pas obligé de créer tout le contenu. En fait, il se fait aider par les étudiants. Et parfois, ils incentivent les étudiants à le faire. Et c'est très précieux et ça aide tout le monde. Pour revenir à ce que tu disais sur la partie par cœur, où Flash est juste là pour le développement de connaissances, c'est effectivement des choses qu'on a entendues. Moi, je ne suis pas complètement d'accord parce qu'on voit que dans certains cas, ça permet vraiment d'aider sur le développement de compétences aussi. Voilà, et on a ajouté des choses d'ailleurs dans ce sens-là, c'est-à-dire que effectivement, il y a un module de répétition espacée pour faire de l'ancrage mémoriel, c'est-à-dire que le contenu qui est moins bien maîtrisé va revenir beaucoup plus rapidement dans le temps que le contenu qui est bien maîtrisé. Donc, si vous répondez mal à un QCM ou à une question ouverte, cette question-là va revenir très vite. Si vous répondez bien, ça reviendra, mais beaucoup plus tard. Ça, c'est un module, mais il y a un autre module qui est plutôt linéaire. Vous allez pouvoir créer très vite des capsules, un enchaînement de capsules avec des vidéos, des fiches théoriques et des questions dans un certain ordre. Et là, ça peut être très pertinent pour le développement de compétences. Alors, en quelle discipline est-ce que WooFlash est utilisé aujourd'hui? En réalité, un petit peu de tout. Donc, c'est beaucoup utilisé dans des facs de médecine, de psycho, où effectivement, là, il y a beaucoup d'informations à retenir. Mais c'est aussi utilisé par des professeurs de maths, de chimie, physique, en biologie aussi. On travaille beaucoup avec les facultés de pharmacie de différentes universités. Donc assez large. Et après, il y a des formateurs professionnels qui l'utilisent notamment en informatique ou en cybersécurité. C'est super intéressant, effectivement. Et je pense que, tu vois, le fait qu'on puisse penser de prime abord que c'est peut-être plus pour les connaissances, c'est parce qu'on a l'habitude d'utiliser ce genre de solution notamment pour l'apprentissage des langues. Tu vois, tout ce qui est flashcard, finalement, c'est le principe des flashcards, fonctionne beaucoup. Tu vois, il y a Mosalingua, Duolingo, etc. Et moi, personnellement, j'avais utilisé ce genre d'application-là et je trouvais ça top pour l'apprentissage des langues. Et je pense qu'il y a peut-être une éducation à faire pour effectivement l'utilisation de WooFlash vraiment dans un aspect compétence avec, je sais pas, se souvenir de process ou des choses comme ça. Et effectivement, je pense que c'est vraiment intéressant de le présenter sous cet angle-là également. Et tu fais bien de le mentionner. Mais je me demandais également si en termes de cible, parce qu'aujourd'hui, donc, si pour parler de WooClap, on est surtout sur l'enseignement supérieur, y compris, c'est pareil pour WooFlash, j'ai l'impression. Est-ce qu'en termes de cible, vous n'auriez pas intérêt à vous orienter, par exemple, vers le primaire ou le collège, peut-être sur des besoins justement plus d'apprentissage fondamentaux? Si, c'est un bon point et je vais répondre à ta question, mais juste avant, tu sais, WooClap, quand on l'a lancé au début, il y a eu énormément de scepticisme. Non, l'utilisation des smartphones ne va pas aider à améliorer l'apprentissage. Est-ce que ça va vraiment aider à mesurer la compréhension? Est-ce que ça va vraiment aider à capter l'attention des étudiants? Et de toute façon, même si ça marche au début, les gens vont en avoir marre. En fait, il n'y a rien qui était évident, quoi. C'était compliqué. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont devenues évidentes parce que il y a eu des cas d'usage.
des professeurs qui ont expliqué comment ils l'utilisaient, ce que ça avait apporté pour eux. Il y a eu des articles scientifiques qui ont été publiés et puis une masse d'utilisateurs qui fait que grandir. Euh, donc aujourd'hui, tout ça paraît assez évident, enfin, ou en tout cas, est beaucoup plus documenté. WooFlash est beaucoup plus précoce, on l'a créé beaucoup plus récemment et on va encore co-construire ça. Et on est en train de le faire. On commence à avoir vraiment des super retours d'expérience. On a apporté des adaptations sur le produit pour répondre aux attentes et aux besoins à la fois des professeurs, mais aussi des étudiants. Et donc, je pense que c'est surtout une question de temps pour la partie supérieure. Et pour la partie primaire, secondaire dont tu parlais, si, enfin, tu as complètement raison. D'ailleurs, on a remporté un appel d'offres en France, l'éducation nationale, qui a décidé de proposer WooFlash jusqu'à 800 000 élèves pour les collèges enfin, surtout lycées, je pense, là, pour le coup. Et donc là, c'est effectivement beaucoup utilisé pour ce que tu disais, un peu par cœur, mais aussi pour des exercices. Hein. C'est utilisé par des professeurs de chimie, de physique, etc. Et on voit souvent des exercices qui sont proposés dans WooFlash. Excellent. Et c'est vrai que ce que tu dis là, tu vois, parce que souvent, tu sais, là, on voit par exemple, pour parler de WooClap, voilà, comme je te disais, ça a explosé, voilà, ça paraît évident. Et on oublie que ça n'était pas évident avant, en fait. Tu as tout à fait raison là-dedans. Et peut-être qu'effectivement, c'est un biais qu'on a. On se dit, bah ouais, bon, oui, ça a bien marché parce que oui, c'était évident que ça marcherait bien. Là, voilà, alors qu'à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, effectivement, l'hypothèse, c'est que ce soit un peu pareil également pour ce genre de choses et que ça devienne un réflexe aussi d'utiliser ces outils d'apprentissage espacé voilà, pour pouvoir réviser. Tu vois, par exemple, un cas d'usage super intéressant, moi, je l'ai utilisé un petit peu WooFlash de cette manière, même dans le bus, tu vois, ou dans les salles d'attente. En fait, à tout moment, c'est cet aspect micro-learning, finalement. Le fait qu'on a un smartphone aujourd'hui, ben, quelque part, on peut apprendre en tout lieu, en tout temps, entre guillemets. Et le fait d'avoir des petites sessions comme ça, c'est très intéressant. Et juste pour rebondir là-dessus également, j'étais assez content de voir, alors pour être honnête, je l'ai vu aujourd'hui parce que j'avais pas eu cette curiosité avant de vérifier si ça avait été déployé. Là, aujourd'hui, il y a une application maintenant, WooFlash, qui existe sur smartphone, c'est bien ça? Oui, effectivement. Donc, au départ, on avait décidé de faire qu'une version web, comme pour WooClap, hein, qui est disponible enfin, qui est utilisable du coup sur smartphone, tablette ou ordinateur, enfin, tout dispositif qui a accès au Wi-Fi, enfin, ou à l'Internet, la 4G. Et pour WooFlash, effectivement, on a décidé là récemment de faire une application native pour mobile. Parce que pourquoi est-ce qu'on a décidé de le faire? C'est qu'effectivement, exactement comme tu viens de le dire, WooFlash peut être utilisé 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Tu peux l'utiliser quand tu as 5 minutes dans le métro, tu peux l'utiliser quand tu as 10 minutes entre deux cours, tu peux l'utiliser quand tu as 1 heure chez toi ou en bibliothèque, la bibliothèque par exemple. Et donc, on voyait beaucoup plus d'intérêt pour le coup de faire une application parce que ça permet aussi de faire un envoi de notification qui peut vraiment accompagner l'apprenant dans son apprentissage. Ouais, je pense vraiment de mon point de vue, enfin, c'est vrai que c'est un point de vue très subjectif, hein, mais à mon avis, le levier justement de l'application peut avoir un effet très positif parce que typiquement, moi, c'est vraiment un cas d'usage qui me semble évident. Ce côté, bah, tiens, je révise vite fait, là, je suis en train de prendre mon café, hop, je me fais une petite session de révision. Et le fait de devoir démarrer un ordinateur, tu vois, c'est un petit peu plus contraignant. Et je pense que cette utilisation sur mobile, en tout cas, moi j'aurais tendance à y croire davantage, entre guillemets. Et c'est chouette de voir que bah, ça se développe en ce sens. J'avais une question également, peut-être plus sur des technologies, on va dire, plus futuristes, entre guillemets, même si ça arrive en masse aujourd'hui. Je sais que tu t'intéresses également à tout ce qui est intelligence artificielle. Et je voulais savoir justement si par rapport à ces produits WooClap ou WooFlash, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui, l'intelligence artificielle? Et si oui, comment ça pourrait se matérialiser dans ces solutions? Oui, effectivement, on s'y intéresse. Ben, pour WooFlash, on parle de parcours adaptatif, donc un parcours qui va s'adapter aux besoins de l'apprenant. Après, bon, on parle beaucoup d'intelligence artificielle un peu partout, il y a beaucoup de bullshit. Mais ce Ouais. qu'on essaie de faire, c'est faire des choses qui soient vraiment utiles. Et ce dont on se rend compte, c'est que quand tu as une boîte noire, que le prof ou l'apprenant ne comprend pas, en fait, souvent, ça a plutôt tendance à faire paniquer et il y a une perte de confiance, en fait, dans ce que va proposer la plateforme. Donc, nous, on essaye vraiment d'avoir une certaine transparence là-dessus, notamment dans les tableaux de bord, où on explique à certains endroits le fonctionnement de la plateforme. Tu vois, il y a typiquement, on va montrer le niveau de progression, le niveau d'avancement dans le cours, mais aussi ce qu'on va appeler l'ancrage.
Mais cette notion d'ancrage, tu vois, il n'y a pas de définition précise. Nous, par moment, on va te dire que dans un cours, il faut avoir revu 5 fois la notion pour qu'elle soit vraiment ancrée sur le long terme. Mais quand on parlait de développement de compétences, par exemple, si tu as réussi un exercice complexe, tu n'as pas besoin de le faire 5 fois. C'est bon, tu l'as réussi. Et donc, tu vois, il y a des notions comme ça qui sont paramétrables. On va laisser le prof ou l'apprenant paramétrer ces choses-là et nos algorithmes vont prendre ça en compte. Donc, intelligence artificielle, oui, enfin, on travaille sur certaines choses avec le machine learning, etc., pour améliorer le parcours d'apprentissage, mais on essaie toujours d'avoir une certaine transparence et surtout pas mettre une boîte noire dans la main des apprenants et des professeurs parce qu'on se rend compte que ça fait peur. Et je pense que dans certains cas, c'est pas toujours bénéfique. Super intéressant. Donc ça, c'est sur l'aspect parcours d'apprentissage. Et après, il y a un autre aspect qui est plutôt sur la création de contenu, où là, il y a pas mal de choses auxquelles on réfléchit pour vraiment accélérer cette création de contenu. Par exemple, tu vois, on a une fonctionnalité légendée sur une image dans WooFlash. Tu mets par exemple une photo du cœur humain et tu peux vraiment en quelques clics mettre des légendes et flouter les zones, flouter ton schéma légendé. Comme ça, l'apprenant, mais il doit compléter les trous lorsque la question lui est proposée et puis ça lui permet de voir s'il maîtrise ou pas ces notions-là, ces concepts-là. Et là, par exemple, on dit qu'on peut aller plus loin. En fait, c'est quand on upload l'image que notre outil reconnaisse immédiatement le texte et en fait le complète directement. Comme ça, quand la création de contenu serait extrêmement rapide en fait. Je comprends. Je ne sais pas si tu as vu par rapport à ça, DALL-E 2, par exemple, les logiciels d'intelligence artificielle qui, avec un texte, arrivent à créer l'image. Tu vois, par exemple, tu lui dis voilà. Dessine-moi un cygne qui est en train de faire du piano, je sais pas moi, dans les airs. Et ben voilà, tu vas avoir cette image-là. Et c'est des choses assez impressionnantes en fait. Exactement, et c'est des choses qu'on regarde, des choses auxquelles on réfléchit. Parce qu'effectivement, c'est impressionnant là, ce qui est en train de se faire en ce moment. Maintenant, toujours, c'est est-ce que ça peut être utile d'un point de vue de l'apprentissage ici? Est-ce que ça peut être utile dans le secondaire? Est-ce que ça peut être utile dans le supérieur? Et on y réfléchit. Et ce qu'on est en train de faire, c'est réfléchir à des cas d'usage en utilisant ce genre de technologie. Ok. J'avais une question également, et après on va conclure, mais c'était par rapport au fait que aujourd'hui, par exemple, si je parle de WooClap, il s'interface par exemple avec Teams ou avec des outils comme ça. Est-ce que ça, c'est un vrai levier pour développer la solution? Et voilà, c'est un peu une question assez générale. Oui, les premières intégrations qu'on a faites, c'était avec PowerPoint. Parce qu'au début, tu devais passer d'une plateforme à l'autre. Et tu vois, on parlait de rapidité, de simplicité d'utilisation. Pour certains profs, ce n'était pas évident de passer d'une plateforme à l'autre. Pour d'autres, ça l'était. Donc voilà. Et donc, on a fait cette intégration-là. C'était un vrai levier de croissance parce qu'on s'est rendu compte que la prise en main était plus rapide pour certaines personnes. Puis il y a une sorte de communication aussi, puisque des entreprises comme Microsoft ont communiqué sur WooClap et ces intégrations-là. Ouais. Donc, ça nous a aidés. Pour les intégrations Teams et outils de visio, ça nous a aidé parce qu'en période de Covid, il y avait cet enjeu de faire en sorte que ce soit facile pour le prof d'utiliser son outil de visio et WooClap. En fait, en l'occurrence, c'était déjà facile de le faire comme ça. Les intégrations qu'on a pu proposer permettaient d'apporter de la fluidité dans certains cas. Et donc, je dirais que oui, ça aide parce qu'il y a certaines personnes pour qui c'est important, il y a certains établissements pour qui c'est important que ça soit centralisé dans Teams. Maintenant, ce n'est pas du tout indispensable et il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent WooClap dans Teams ou dans Google Meet ou peu importe outil de visioconférence et qui font juste un partage d'écran et partagent le QR code et ça fonctionne très bien comme ça. Ouais, ce qui est super intéressant avec cet outil-là, c'est qu'en fait, il peut s'utiliser aussi bien à distance qu'en présentiel finalement. Et ça, c'est vraiment une force de l'outil qui est incroyable. Moi, je l'ai utilisé pour des séances à distance, mais ça marche du feu de Dieu. Et ça, à mon avis, ça a été un levier aussi très important, notamment pendant les périodes de confinement, j'imagine. Mais complètement, c'est-à-dire nous, ça a été créé pour le présentiel. Ouais. On commençait déjà à avoir une très, très grosse croissance en présentiel. Et puis, Covid, lockdown, confinement, passage au distanciel. Et pour nous, c'était une vraie question, quoi. Est-ce que ça va être utilisé ou pas? Les 3-4 premiers jours, on n'a plus beaucoup d'usage, on se pose des questions, et puis une fois, là, ça explose complètement. Et ce qu'on a vu, c'est que c'était beaucoup utilisé à distance, c'était facile à utiliser à distance, et ça créait beaucoup de valeur à distance. Puis maintenant, retour au présentiel, nous, on a continué à croître, alors qu'il y a plein d'outils qui ont, même comme Zoom, et Teams, tu les as cités, qui ont une explosion des usages pendant
des confinements. Et aujourd'hui, c'est un petit peu retour en arrière quand même. C'est beaucoup moins utilisé qu'à ce moment-là. Donc, Tout à fait. Ouais. Alors là, c'est plus l'utilisateur qui parle. Moi, j'aime bien utiliser, en fait, pour revenir sur Booklap, en fait, d'intégrer un diaporama et d'ajouter mes questions ensuite entre les diaporamas. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est un usage qui est vraiment super intéressant parce que du coup, on prévoit sa séance. Enfin, il y a un flow, on va dire, qui est vraiment intéressant. On passe pas d'un outil à l'autre. Et je me demandais s'il y avait des intégrations qui étaient prévues parce que moi, je suis un gros utilisateur également de Geniali ou de Canva. Est-ce que c'est des cibles pour vous également? si, enfin, Canva, on connaît un peu moins, mais Geniali, on les connaît personnellement. On fait pas mal de choses avec eux. Et il y a des intégrations entre Booklap et Geniali et Wooflash et Geniali également. D'accord, ok, bah tu vois, tu m'apprends quelque chose. Tape Wooplap Geniali sur Google, tu vas trouver des articles qui te montrent comment intégrer les deux. Et on a même fait un webinar ou même plusieurs webinaires avec eux pour montrer comment ça Super. fonctionne et comment utiliser les deux plateformes ensemble. Et Geniali, c'est vraiment une super, super plateforme. C'est clair, ouais, je suis d'accord avec toi, ouais, c'est excellent. Ok, bah écoute, c'est parfait, Sébastien. Alors, je sais que tu dois avoir un petit timing pour manger aussi, hein, parce que là, on est sur l'heure de midi pour information. Est-ce que tu voulais ajouter un petit mot pour conclure hein, cet excellent podcast? Merci à toi déjà et hâte d'écouter tes futures sessions, enfin tes futurs podcasts. Non, peut-être juste un mot. Enfin, sur WooFlash, effectivement, l'outil est un petit peu plus précoce, mais on a de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus de cas d'usage intéressants. Et comme je l'ai dit, on est dans une dynamique de co-construction. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées d'en savoir un petit peu plus et qui ont envie de co-construire les usages de demain avec nous, enfin, ou même les fonctionnalités de demain avec nous, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. Super, bah écoute, le message est passé. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment hein, pour m'avoir consacré du temps. Et puis, bah, j'espère en tout cas que les auditeurs ont appris plein de nouvelles choses. Ça a été mon cas, tu vois. Et puis, bah, je te souhaite une excellente journée. Et puis, bah, je te dis à très bientôt, Sébastien. Bonne journée à toi aussi, merci beaucoup. Ça marche. Ciao. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences technopédagogiques, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la Pédago School. N'oubliez pas également de vous abonner à la Pédago News pour recevoir mes emails privés et rester informé de mon actualité. C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du PédagoCast.